Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte où nous analysons, nous décryptons l'actualité en République démocratique du Congo, l'actualité dans toute sa dimension politique et autres. Aujourd'hui, nous allons en parler de ce qui fait la une de la situation en République démocratique du Congo. Vous le savez, depuis un temps, on a constaté dans cette sphère politique, sociale, une certaine montée de positions extrémistes ou radicales. Est-ce que on va essayer un peu de se poser de questions par rapport à tout ça? Vous le savez, il y a notamment la proposition de loi sur la nationalité congolaise, la loi Achani, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui fait qu'il y ait plusieurs prises de position autour de cette loi. Il y a d'autres propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. On a constaté que toutes ces histoires essayent un peu d'envenimer la situation en République démocratique du Congo avec des prises de position ça et là. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous posons cette question: montée de positions extrémistes et radicales en République démocratique du Congo, symptôme d'un profond malaise ou simple opportunisme? Nous allons essayer un peu d'entrer en profondeur, de comprendre et de trouver des pistes de solutions par rapport à cet état de choses. Si nous avons un peu de temps, nous allons revenir sur l'actualité purement politique avec cette rencontre à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo, des opposants qui ont signé après leur rencontre un communiqué commun sur la situation politique, réclamant notamment la révision de la composition de la Commission électorale nationale indépendante, la libération des prisonniers politiques et autres. Nous allons essayer aussi d'analyser cela. Il faut rappeler que cette réunion, cette rencontre des opposants intervient quelques semaines après la signature de la charte de l'Union sacrée, plateforme politique qui soutient le chef de l'État actuel. Voilà, pour parler de cela, je reçois sur ce plateau à ma gauche Maître Hubert Tshiswaka. Il est de la société civile et directeur général de l'IRDH, entendez par là l'Institut de recherche en droit humain. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Narcisse. Bonsoir, et je salue en même temps les téléspectateurs de Malaika TV qui me reçoivent chez eux. En face de Maître Hubert, je reçois M. Aaron Boukassa. Il est coordonnateur national sud-est au niveau de l'Union pour la nation congolaise, cher à Vital Kamere. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir monsieur le journaliste. Je salue également les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent. Je profite de cette occasion pour saluer mon très cher aîné, un grand défenseur des droits de l'homme, Maître Tshiswaka, qui est en face de moi. Merci beaucoup. Voilà, le décor est planté. Nous devrions avoir quelqu'un qui devrait représenter l'opposition dans cette émission, mais il n'est pas là. On va faire avec. D'entrée de jeu, je vais commencer avec vous, Maître Hubert. Monter des positions extrémistes et radicales dans le contexte social et politique en République démocratique du Congo, est-ce le symptôme d'un malaise profond dans notre société, ou c'est juste des opportunismes, des opportunités pour certains de faire monter un peu des enchères de manière passagère, de manière globale? Comment vous analysez la chose? Merci beaucoup, très cher Narcisse. Par rapport à cette question, moi je trouve qu'il s'agit des deux. D'une part, les partis politiques regardent quelles sont les meilleures stratégies pour contrer leurs adversaires qui essaient de les pousser dans un coin. Alors, ils viennent avec un discours qui peut attirer l'attention non seulement du public national, mais aussi de ceux qui prennent les décisions. C'est comme ça que vous verrez, dans certains camps, il y a des individus qui viennent avec un discours à l'extrême. Ils appellent même à l'indépendance, à la sécession de certaines provinces. Nous l'avons entendu dans le Bas-Congo, nous l'avons entendu dans le Congo central, nous l'avons entendu aussi dans le Grand Katanga. Nous avons aussi entendu le point de vue du cardinal à Kinshasa qui mettait en garde l'opinion nationale et internationale par rapport à cette montée de tension dans les partis politiques. Je dis que c'est un langage politique, quand vous savez que
La politique est cynique, la politique c'est sans merci. On peut commencer par des petites menaces comme ça, mais si on ne tire pas attention, ça peut être verbal, mais ça peut aller jusqu'à la violence. C'est pourquoi nous, comme acteurs de la société civile, nous attirons aussi l'attention, nous disons que ce n'est pas de la bonne politique. Ce n'est pas la bonne politique de prendre cette opportunité pour utiliser ce langage. Alors, à la place, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Nous disons, par rapport aux attaques du camp adverse, qui se fondent sur une approche juridique, je pense que l'opposition pouvait aussi développer des stratégies pour noyer les propositions qui viennent du camp adverse sur le plan juridique. Parce que nous, à la société civile, nous avons fait des analyses. Lorsque le moment viendra, quand poser la question, nous allons y revenir par rapport au ce que nous avons dit par rapport à l'argument de droit que l'opposition devrait avoir. Nous l'avons et nous l'avons donné. Très bien. Aaron Bokassa, la même question. Est-ce que vous êtes, vous, acteur politique, est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une certaine montée de la tension? Je veux commencer d'abord avec cette question. Est-ce que vous avez perçu cette montée des positions radicales à l'extrême dans un camp comme dans l'autre? Exactement, monsieur le journaliste, cette montée des positions radicales est une conséquence à l'irresponsabilité de certains leaders politiques de notre pays. Parce que vous savez que nous n'avons que la RDC comme pays. Vous excluez de cette irresponsabilité, entre guillemets, c'est sans vous. Tous, nous sommes dans ces pays, c'est comme dans une maison, lorsque ça prend feu, donc il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de l'opposition. Donc, ce que j'aimerais beaucoup plus appeler certains leaders politiques vraiment à la retenue, parce que certains de leurs mots, certains de leurs langages vont devoir mettre le feu à la case et il n'y aura personne qui va s'en sortir. Et tout est parti. Vous savez que nous avons un organe chargé de légiférer les lois dans notre pays. Bien sûr, c'est le Parlement. Le Parlement qui est là et que si il y a un député qui s'élève avec une proposition de loi, c'est de son plein droit, il peut facilement faire valoir cela au niveau de la plénière et ils vont en discuter si ça va passer ou pas. Est-ce qu'il faut-il en faire un problème pour ça? Et puis cette loi en question, s'il faudrait qu'on y revienne, qu'on en parle, il s'agit bien sûr de la loi Tchani. Tout à fait. On va y revenir sur... Et lorsque quelqu'un s'élève comme ça avec une proposition de loi, est-ce qu'il faut-il l'attaquer? Faut-il intimider la République? Faut-il essayer de menacer la République, de balkaniser, de balkanisation ou quoi que ce soit? Ça, c'est vraiment de l'irresponsabilité. Nous, en tant qu'acteurs politiques, leaders politiques, nous devons chercher à privilégier l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Vous comprenez, au-dessus de nos postures, de nos tendances et de nos couleurs politiques. Lorsque cela nous échappe, parce qu'il y a quelque chose qui nous compte quelque part, tout ça, on se laisse emporter, on se laisse emballer, on alerte tout le monde, on alerte les Nations Unies, on alerte les organisations des droits de l'homme, on alerte la société civile pour parler à notre faveur. Là, nous voyons que ces messieurs, ou cet homme est en train de chercher à privilégier ses propres intérêts égoïstes contre les intérêts de la République. Très bien, puisque nous parlons déjà de cette loi, c'est parmi les sources de cette montée de tension, la proposition de loi Tchani. C'est encore une proposition de loi qui a juste été programmée pour être débattue. Est-ce qu'aujourd'hui, on va revenir sur cette question, est-ce qu'aujourd'hui, avec le contexte social, politique, sécuritaire de la République démocratique du Congo, c'est opportun de proposer une pareille loi? Moi, je trouve que c'est au fait le moment, parce que vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une période de guerre. Notre pays nous sommes agressés, bien sûr, par un pays bien connu, qui est le Rwanda, via l'M23, vous comprenez. Et cela date de longtemps, monsieur le journaliste. Donc, lorsqu'il faudrait qu'on en parle aujourd'hui, cette infiltration de notre armée a commencé il y a longtemps. Et puis, dans cette loi Tchani, bon,
qui c'est sa mort veut se mouche, parce que cette loi ne vise pas un individu. Comme la Constitution le dit, la loi doit être impersonnelle. Et cette loi, pour moi, c'est une loi qui est impersonnelle. C'est une loi patriotique. Donc, c'est comme partout, lorsque on voit la Constitution tunisienne, la Constitution zambienne. Donc, pour être président de la République dans ces pays-là, il faut être zambien, soit tunisien, de père et de mère. Et même dans notre pays, à l'époque de Mobutu, c'était écrit, il y avait une loi qui parlait de ça. Donc, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose qui nous amène à porter haut nos sentiments patriotiques pourvu que nous soyons protégés par nos dirigeants et du côté de l'armée et du côté politique. Je reviens sur l'opportunité. Est-ce que par rapport à ce contexte que nous vivons notamment à l'Est, le mieux ne serait pas d'éradiquer, d'en finir d'abord avec l'insécurité à l'Est et finalement se retrouver entre Congolais pour se regarder maintenant en face pour dire qui peut diriger, quels sont les critères pour diriger. Est-ce qu'il faut faire le tout au même moment? On n'a pas encore fini à l'Est, on veut d'abord... Est-ce que c'est... Il y a la source des mots. Notre armée est infiltrée et nous avions des généraux rwandais, nous avions des commandants rwandais, d'autres nationalités qui étaient là et qui nous ont causé beaucoup de tort aujourd'hui. Si nous sommes arrivés à perdre même certains de nos territoires, c'était par corruption, c'est parce que certains de ceux qui dirigeaient notre armée n'étaient pas animés de ces sentiments patriotiques. Au fait, ils n'étaient pas des Congolais de père et de mère, n'étaient pas c'est maintenant qu'il faut gérer ça. Donc ce sont les gens-là qui ont vendu la République, ils ont vendu même notre armée. Imaginez, il y a des choses qui s'est passées même sur la ligne de front, monsieur le journaliste, vous êtes là et votre commandant qui est censé vous conduire, il vous confisque les armes, il vous laisse vous faire abattre par les ennemis, les rebelles qui viennent vers vous. Donc ce sont des gens qui ont contribué à favoriser de l'insécurité au niveau de l'Est de la République. Donc moi je trouve que compte tenu de la situation qui se vit à l'Est de la République et compte tenu de la situation dans notre propre armée, il faudrait que nous puissions avoir une loi qui va protéger les Congolais. En fait, c'est une loi qui protège la République contre les infiltrations. Ces infiltrations de nos ennemis qui sont là, qui cherchent à infiltrer notre armée, qui cherchent à être dans le rang de nos armées pour donner des informations dans leur pays, c'est-à-dire chez leurs compatriotes connus. Donc tout cela, ce sont des mesures que nous pouvons prendre pour essayer de nous protéger. Et puis, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas que cette loi, il y a plusieurs lois. D'ailleurs, il y a une loi qui est sortie dernièrement, une proposition de loi que moi j'apprécie contre la consommation de la viande on va revenir sur ça. Les espèces en voie de disparition, ce sont des lois on va revenir que la République puisse se protéger. Apaisez-vous, on va revenir sur cette proposition de loi. Maître, je voudrais aussi vous faire parler par rapport à l'opportunité. On va entrer dans les détails, notamment à la réponse. Notamment, vous avez déposé un mémo à l'Assemblée nationale sur le plan technique, sur le plan juridique. Mais revenons un peu à l'opportunité. Est-ce que dans le contexte actuel de la RDC, il est opportun de venir avec ces genres de propositions de loi? Merci beaucoup, cher Narcisse. Et je suis content d'entendre de la bouche de M. Boukassa de l'UNC pratiquement les arguments avancés par M. Noël Tchani, qui est l'initiateur de cette proposition de loi portant modification de la loi sur la nationalité que l'honorable Singhi Pouloulou, député de son État, porte à l'Assemblée nationale. Avant que nous ne puissions aller beaucoup plus loin, il faudrait que de ce discours que nous entendons des politiciens, nous puissions bien faire la part des choses. C'est exactement ce que nous entendons de ceux qui défendent la loi dite Tchani, et ils nous font un mélange de plusieurs éléments. Le premier élément, on nous parle de l'accès à la gestion de la chose publique qui doit passer par les élections. La deuxième chose, on nous parle de la nationalité qu'on devrait avoir. Et la troisième chose, on nous parle des responsabilités au niveau de l'État et de l'infiltration des ennemis. Si nous revenons au premier point, lorsque nous voulons parler des conditions, des critères d'éligibilité, je pense qu'on ne devrait pas mettre ça dans une loi portant modification de la loi sur la nationalité. Là, on devrait discuter de la loi sur les élections. La loi électorale existe
Et il fallait qu'on puisse aller vers là. Lorsqu'on veut modifier la loi sur la nationalité, mais il faudrait venir avec les conditions et les formes que nous exige la Constitution et faire des propositions qui soient équitables et justes pour tous les Congolais en tenant compte des exigences qu'il y a dans la Constitution. Parce que nous devons remettre nos amis sur la bonne voie, c'est que lorsqu'on fait une proposition de loi, on doit tenir compte de deux éléments très importants. Le premier élément, c'est que la proposition qu'on amène ne puisse pas contenir en elle-même des contradictions. Elle doit être exempte de contradictions, de confusion. Elle doit être très claire et compréhensible et s'inscrire dans un ordre juridique existant, de sorte qu'il ne puisse pas énerver les autres lois et les autres éléments de la Constitution qui existent. Et là, nous allons au deuxième point. C'est la condition de constitutionnalité de la proposition de loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous proposez doit être conforme à la Constitution en vigueur. De ces deux éléments techniques, de recevabilité par rapport aux contradictions et de la conformité à la Constitution, c'est là que nous nous trouvons que le troisième argument avancé par ceux qui soutiennent cette loi dite Tchani tombe. Parce que si nous avons besoin d'organiser les élections, nous discutons de la loi sur les élections, la loi électorale. Si nous avons besoin d'organiser la loi sur la nationalité, nous regardons la conformité à la Constitution. Si ce que nous proposons est conforme à la Constitution, alors on avance l'argument d'infiltration de toutes les institutions et même de l'armée, à la présidence de la République, à toute la fonction publique. Mais ceux qui ont infiltré ou ceux qui sont en train d'infiltrer les institutions publiques ne se fondent pas sur une loi. Ce sont des hors-la-loi, ce sont des rebelles, ils utilisent la force. Vous n'allez pas opposer à des gens qui sont hors-la-loi, à des rebelles, à des gens qui sont en train de nous tuer. Vous voulez leur opposer la loi, il ne faut pas la respecter. Et d'ailleurs, pour preuve, tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont venus, disons, c'est du Rwanda, qui sont venus du Rwanda, ils n'ont jamais utilisé une loi quelconque. Ils ont utilisé les armes et ils ont pris le pouvoir en 1997. Ils ont infiltré les services de sécurité, l'ANR, des MIAP et l'armée. D'ailleurs, c'est lui qui était commandant, et plutôt le chef d'état-major des forces armées. C'était un Rwandais qui est actuellement ministre de la Défense au Rwanda, James Kabarebe. Il n'avait pas utilisé une loi, il avait utilisé la force. Celui qui était ministre des Affaires étrangères n'avait pas utilisé une loi, c'était la force. Alors, en conclusion, à la société civile, qu'est-ce que nous disons? Nous disons qu'il faudrait que nous puissions éclairer l'opinion publique. L'arsenal juridique d'un pays doit être un ordre cohérent qui n'a pas besoin de contradictions. Et on n'a pas besoin d'utiliser certains éléments de droit, certaines lois, pour des tactiques politiques. Si on veut se battre sur le plan électoral, il faudrait qu'on puisse analyser les élections. Très bien. J'ai suivi M. Boukassa qui a donné des exemples des conditions d'éligibilité dans plusieurs pays. Oui, mais proposer des modifications sur la loi électorale, ne proposez pas de modifications sur la loi sur la nationalité. Et si vous voulez proposer des modifications sur la loi sur la nationalité, conformez-vous à la Constitution, nous allons vous suivre. Très bien, et ainsi, on n'a pas besoin de faire de l'amalgame. La loi dite Tchani est confusionniste et contraire, elle s'est contredit elle-même et puis elle est contraire à la Constitution. Lorsque vous allez me donner la parole pour éclairer l'opinion, je vais expliquer en quoi consistent les contradictions qu'il y a dans cette loi, parce que nous l'avons lu et nous l'avons avec nous. Beaucoup, je vais essayer de comprendre. Plus de 90% de ceux qui discutent de cette loi Tchani ne l'ont pas lu. Nous l'avons lu, nous l'avons décortiqué. C'est une loi techniquement. N'importe quel parlement au monde ne peut pas l'accepter parce qu'elle est contradictoire, elle est un peu pleine de contrariétés par rapport à la Constitution. On va revenir à vous, Monsieur Aron. Si l'on
essaye un peu d'analyser la personne qui a proposé cette loi, qui l'a fait endosser par un député pour respecter la procédure de l'Assemblée nationale, Noël Tchani, candidat malheureux à l'élection présidentielle passée. Aujourd'hui, il revient, il n'a pas encore formellement posé ou annoncé qu'il sera candidat. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas légitime de se poser des questions quant à cette stratégie qui serait purement politique que juridique pour sécuriser la République ou les postes de souveraineté? Déjà, de par la personne elle-même qui porte cette loi-là. Monsieur le journaliste, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut éclairer à l'opinion, contrairement à ce que Maître Tshisoka a dit, que ceux qui infiltrent nos institutions n'utilisent pas nécessairement la force. Je dis bien pas nécessairement. Ce sont les gens qui viennent masqués et ils se présentent comme des Congolais. Des fois, ils changent même leur nom pour se faire passer pour des Congolais. Or, ils ne sont pas des Congolais. Vous comprenez? Et tout ce monde-là, ce sont les gens qui ont infiltré même notre armée et qui sont arrivés même des fois même à changer leur nom, à avoir des noms qui se ressemblent au nom des Congolais. Mais en soi, ce ne sont pas des Congolais. Ce sont ces gens-là, ils ne prennent pas nécessairement les armes, ils ne viennent pas nécessairement... Donc, ils utilisent aussi la ruse. Oui. Donc vous comprenez que ce sont des gens qui ont infiltré nos institutions, même au plus haut niveau. Il y a même l'anecdote de M. Laurent Désiré Kabila qu'il avait donnée à son époque, lorsqu'il avait demandé aux Rwandais de quitter le territoire congolais. Il a vu certains ministres plier leurs bagages, les Bizi Makara et les autres. Mais là, non, j'ai demandé à l'armée rwandaise, c'est pas vous. Mais comment non, nous partons? Vous partez comment non? Donc ils se sont rendus compte qu'ils se présentaient devant lui comme des Congolais, mais en soi c'était des Rwandais, vous comprenez? Donc moi je crois que même par rapport à l'aspect juridique de cette proposition de loi Tchani, lorsque nous prenons l'article 72 de la Constitution de la République... Je préfère que vous répondiez d'abord à ma question. L'article 72... de l'aspect technique, juridique... Je vais revenir. L'article 72 dit que pour être président de la République, il faut avoir la nationalité congolaise d'origine. Vous comprenez? Moi, je ne vois pas la contradiction entre cette nationalité congolaise d'origine et par rapport à cette loi Tchani qui dit clairement qu'il faut être né d'un père congolais et d'une mère congolaise. Donc, très bien, on va revenir. Par rapport à la personne... Ça, ici, on essaie de soulever certains détails là à l'intérieur. Vous allez bien comprendre que cette loi, c'est justement pour la protection de nos institutions de la République. Très bien. Répondez d'abord à ma question. On va aborder cette question. On va y revenir, ne vous en faites pas. On va revenir sur l'aspect technique, parce qu'il y a un mémorandum qui a été déposé à l'Assemblée nationale sur lequel les députés devraient aussi se ressourcer pour gérer. Je parlais de la personne de Noël Tchani. Est-ce que ce n'est pas de stratagème politique? Parce qu'on sait qu'il a été candidat malheureux à l'élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas un fait de se mettre sous le projecteur et au moment opportun récupérer cette publicité, s'il faut s'exprimer ainsi, pour de fins politiques, électorales? La loi est impersonnelle, monsieur le journaliste, et lorsqu'il y a une proposition de loi, il ne faut pas voir la tête de la personne qui propose. La République démocratique du Congo est composée des intellectuels, des hommes et des femmes capables d'apporter du nouveau sur l'échiquier politique de notre pays. Donc s'il y a une proposition de loi, il ne faut pas chercher à connaître les sectes des anges, à savoir il vient d'où, il est comment et qu'est-ce qui l'anime. Ce que nous voyons, c'est ce qui nous apporte du nouveau dans cette proposition de loi. Est-ce que c'est pour l'intérêt de la République ou soit c'est contre les intérêts de la République? Par exemple, il y a plusieurs propositions de loi qui viennent à l'Assemblée nationale. On ne cherche pas à connaître ou soit à entrer dans la vie privée ou soit à chercher à compter les nombres de poux qui se trouvent sur les têtes des ces personnages, de ces députés. Pour vous, ces genres de détails... Des gens là qui nous apportent ces lois. Et puis, ce qu'il faut souligner... n'ont rien à voir, il ne faut pas... Il n'est pas député. Il a fait passer cette loi-là par le canal d'un député pour que ça entre à la forme parlementaire. Les députés Singi Pouloulou, lui n'est pas député, c'est juste un citoyen congolais, patriote. Il s'est dit patriote, il a proposé quelque chose. Mais pourquoi refuser cela? Et pourquoi s'agiter autour de ça? Et pourquoi
il y a toute cette agitation, même au niveau international, au niveau régional, même au niveau de la société civile. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais ceux qui sont vraiment congolais, est-ce qu'ils peuvent faire toutes ces agitations-là pour prouver réellement qu'ils sont congolais? Donc si on est congolais, cette loi, ce sont les Congolais qui vont discuter de cette loi. L'argument de ceux qui s'opposent à cette loi, c'est cet aspect d'exclusion. Cet aspect d'exclusion. On exclut qui dans cette loi, dans cette proposition? Est-ce n'est pas légitime pour une personne qui aurait un de ses parents qui n'est pas congolais de s'inquiéter quand même qu'on lui prive le droit d'accéder à certains postes de responsabilité? Pourquoi il n'y a pas cette agitation-là au niveau de notre armée? Parce que cette loi-là, ça entre aussi au niveau de notre armée. Nous devons avoir des généraux, des commandants de père et de mère. Ça entre même dans le cadre de la territoriale des entreprises publiques, donc dans des autres fonctions de l'État, des premiers ministres. Pourquoi il n'y a pas cette agitation-là au niveau du gouvernement? Pourquoi il n'y a pas cette agitation-là au niveau de notre armée? Pourquoi seulement la présidence de la République? Vous sentez que c'est parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui cherche à tout prix de mobiliser tout le monde pour que cette proposition de loi qui... Personnellement, je ne trouve pas, des choses, des histoires à refuser ou soit des choses qu'il faut modifier dans cette proposition de loi. Donc moi, je trouve que cette proposition de loi, c'est une proposition qui protège les institutions de la République. Mais cette agitation, je vous donne un exemple. Pourquoi la loi ne se limite pas seulement à la présidence de la République? Pourquoi il y a l'agitation en ce qui concerne la présidence de la République? Très bien. Or, la Constitution est très claire là-dessus. Pour être éligible président de la République, il faut avoir la nationalité congolaise d'origine. C'est-à-dire, d'origine, bien sûr, il y a la nationalité congolaise par acquisition et toutes ces histoires-là, mais surtout la présidence de la République. Pourquoi la Constitution martèle là-dessus dans son article 72? Très bien. Vous comprenez que cette agitation-là ne se trouve qu'au niveau de la présidence parce qu'il y a un monsieur qui veut mobiliser tout le monde pour ses propres intérêts, qui veut alerter tout le monde pour ses propres intérêts, parce qu'il se sent visé, il se sent ciblé. Mais s'il est congolais, mais qu'il reste calme au moment opportun, lors du dépôt de candidature, on va analyser son dossier, on va analyser ses pièces, mais si la CENI trouve réellement qu'il doit être candidat, mais il sera candidat. Mais pourquoi toute cette agitation autour d'une simple proposition de loi? C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est bien compris. Maître Hubert, vous avez travaillé là-dessus, vous avez déposé votre mémorandum au niveau de l'Assemblée nationale. Sur quoi, juridiquement parlant, vous vous fondez pour dire que cette loi est inconstitutionnelle? Très bien. Merci beaucoup. Et c'est une fois de plus une occasion pour moi d'éclairer l'opinion et surtout éclairer les politiciens qui ont la charge de nous diriger. Et ici, je suis très content d'avoir un animateur d'un des grands partis du pays. J'espère que ce que nous allons discuter ici ce soir, il pourra l'amener aussi au niveau de son pays, de son parti. La première des choses qu'il a soulevées, c'est par rapport à l'infiltration. Je voudrais un peu revenir là-dessus avant de revenir aux éléments techniques sur la loi. Il dit que ces personnes viennent, ils se présentent avec des fausses identités et ils nous infiltrent. Oui, la ruse, ils prennent des noms congolais et ils infiltrent toutes les institutions. Ah ben, très bien, merci beaucoup. Et là, ça démontre la faille des partis politiques. Parce que si vous lisez l'article 6 de la Constitution, on donne le devoir aux partis politiques d'éduquer la population sur le civisme, de sorte à détecter de tels individus pour que le pays ne soit pas en danger tel qu'il est. Si aujourd'hui vous voyez que le Congo est si vulnérable qu'il est, c'est parce que les partis politiques ne fonctionnent pas. Les partis politiques donnent l'impression d'être des conglomérats, des individus autour d'un leader. Maître, ils ne viennent pas nécessairement par les partis politiques. Mais est-ce que vous me permettez Ils viennent de faire créer leur propre parti politique et ils sont leaders. Effectivement. Laissez les maîtres développer. Si vous me laissez développer, comme je vous ai laissé aussi les temps, nous allons nous entendre. Comme ça, nous faisons une discussion de fond. Ces individus, quand ils viennent, ils devraient se trouver dans un état où la population est très éveillée. On ne règle pas les questions de faillite, de fonctionnement des partis politiques avec des lois.
C'est pourquoi les constituants congolais, étant très avisés à donner les devoirs aux groupes politiques, partis et regroupements politiques, de procéder à l'éducation de la population. Si vous allez dans les pays où la population est très éduquée, vous verrez que c'est à partir de la rue, de l'organisation du quartier, dans la communauté, qu'on va vous empêcher de détruire la société. Dès que vous voulez, ne fût-ce que pour prendre même le travail de ces gens de ce pays-là, on vous dénonce auprès des institutions publiques. Mais alors, dans notre pays, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez dit vous-même, le degré de corruption est tellement avancé et que même les partis politiques eux-mêmes ne fonctionnent pas bien. C'est un individu ou bien une famille de cet individu qui s'accapare d'une organisation. Vous verrez, d'ailleurs vous êtes politicien, vous savez bien, au sein d'un parti politique, si vous avez un avis contraire à celui du chef, même la femme du chef peut vous interpeller. Nous suivons la télévision nationale ici. Et d'ailleurs, très souvent, vous pouvez voir une femme passer à la télévision pour dire « Qui n'a pas mangé dans l'assiette de mon mari ? Qui n'a pas été ici derrière mon mari ?» Donc, ce n'est pas le parti politique, c'est l'histoire de famille. Alors là, on ferme la parenthèse sur la faillite des partis politiques. Alors, que dit la loi, la proposition de loi ? Je vais vous donner une copie en partant d'ici parce que je suis sûr que vous avez une copie de cette loi. Très bien. On commence par le préambule de cette proposition de loi. Elle propose des éléments qui se contredisent. Le premier principe, c'est le principe sur la loyauté et la fidélité à l'État, à la nation congolaise. C'est là, il dit, il faudrait que nous puissions avoir des Congolais de père et de mère qui doivent accéder à certaines fonctions publiques de l'État, ce qu'on appelle les fonctions de souveraineté. Ouais. Et il propose en même temps, dans la même loi, un deuxième principe sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et il explicite dans son préambule qu'on est congolais, on vit congolais et on meurt congolais. Par conséquent, un Congolais qui vit à l'étranger, l'article 10 de la Constitution. Je suis en train de... C'est une bonne école, mon frère. Vous savez, quand vous passez 5 ans à l'université, vous comprendrez bien ces choses. Dans ces deux principes qui sont en train de se contredire, dans le premier... Non, permettez-moi que je puisse parler. Dans le premier principe, il dit que le Congolais doit être fidèle à la nation congolaise. Dans le deuxième principe, il dit que la nationalité congolaise doit être irrévocable. Par conséquent, on peut acquérir une deuxième ou plusieurs autres nationalités. On reste congolais. Et on reste congolais, mais on peut acquérir une deuxième ou plusieurs autres nationalités. Lorsque nous faisons juste l'analyse de ce texte de loi, nous trouvons qu'il y a de la contradiction. On ne peut pas être d'une fois fidèle à la nation congolaise, ça veut dire qu'on ne peut pas envier une autre nationalité, et la même loi propose qu'on puisse acquérir une deuxième ou plusieurs autres nationalités. C'est pourquoi nous disons qu'il y a des contradictions. Dans l'analyse technique d'une loi, le principe général de droit dit toute proposition de loi doit être exempte des contradictions. Mais non, parce que vous évoquez la notion de la nationalité congolaise d'origine et la nationalité congolaise d'acquisition. Permettez que je puisse ouvrir cette parenthèse. Très rapidement. La nationalité congolaise d'origine, c'est celle qu'on acquiert lorsqu'on est. Et la Constitution est très claire là-dessus. C'est là que vous allez lire l'article 10 de la Constitution qui vous dit « La nationalité congolaise est une et exclusive » et la proposition de loi Tchani est en train d'enlever le caractère d'exclusivité de la nationalité congolaise dans son premier article, en donnant la possibilité d'acquérir une ou plusieurs autres nationalités. Là, nous disons qu'elle se contredit, elle est inconstitutionnelle, mais lorsque nous parlons de la nationalité congolaise d'origine, c'est celle qu'on acquiert lorsqu'on est. Et le législateur congolais définit bien. Et Congolais d'origine, c'est lui qui appartient à l'un des groupes ethniques qui fondent ce qu'on appelle la République démocratique du Congo à l'indépendance. Comment est-ce qu'on appartient au groupe ethnique en RDC? Soit, et là, vous allez lire le code de la famille qui vous aide à comprendre. Le papa peut vous déclarer comme son fils. Chez nous les Balouba, vous et moi nous sommes les Balouba. Nos enfants appartiennent aux Balouba.
ça c'est le système patriarcal, soit c'est la maman qui déclare son enfant, ça c'est le système matriarcal, par exemple chez les Bakongo, chez les Babemba, chez les Balamba, les enfants appartiennent aux oncles. Et le législateur congolais, dans la constitution, reconnaît selon votre appartenance au groupe ethnique et vous donne la nationalité congolaise d'origine. Très bien. C'est qu'il faudrait différencier de la nationalité congolaise par acquisition. Celle-là, on la donne aux étrangers qui viennent la demander suivant certaines conditions administratives. Merci, maître. Alors, à l'article 72, que vous avez invoqué là-bas, le constituant dit c'est les deux premiers groupes qui ont la nationalité congolaise d'origine, on les connaît comme Congolais d'origine qui peuvent accéder à tous ces postes de responsabilité dans le pays. Et on interdit aux étrangers de prendre les postes de souveraineté. La confusion de Tchani, au fait, vient à ce niveau-là. Je pense qu'il vous a beaucoup infecté. Et il prend l'article 24. Il confond l'article 24 de l'ancienne nationalité et de la loi sur la nationalité. Et il confond la nationalité congolaise la nationalité congolaise d'acquisition. Et il veut dire que ces conditions qu'on donne à la nationalité congolaise d'acquisition, qu'on puisse les étendre à ceux qui ont un des parents étrangers. Très bien. Même chez nous, les Balouba par exemple, un enfant, qu'il soit métis ou pas, s'il est Moukouakalonji, il peut accéder au trône si moi je suis chef. Monsieur Aron, vous avez la possibilité de revenir sur tout ce qui a été développé, mais la question que je vous pose, c'est celle de par rapport à ces sentiments d'exclusion de certains Congolais qui se sentiraient menacés par cette loi. Est-ce que c'est pas ce qui engendre aussi ces gens, par exemple, ceux dont vous avez fait allusion à l'Assemblée nationale, une loi qui déjà par l'énoncé, on sent la tendance, notamment par interdire à une personne qui consommerait la viande de chien. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas légitime que quand on attaque l'autre, en réaction, il y ait aussi de ces genres de réactions qui vont dans les extrêmes d'un côté? Les vrais Congolais ne se sentent pas menacés par cette proposition de loi Tchani. Les vrais, je dis bien le vrai Congolais. Ils ne peuvent pas s'agiter parce qu'ils sont vrais Congolais. Et ils n'ont rien à prouver qu'ils sont vrais Congolais. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Donc, et en ce qui concerne le parent dont M. Tshiswaka a évoqué tout à l'heure, de père et mère, s'ils sont réellement Congolais, est-ce que, pour ne pas citer quelqu'un sur ces plateaux... On ne va pas personnaliser, parce qu'il n'y a pas que, pour le dire, Moïse Katumbi qui est dans cette situation. On a dû prouver réellement que le père est congolais, on a dû réellement prouver que la mère est congolaise. Ça aussi, c'est une autre question. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas tourner autour de quelque chose qui profite à la République. Parce que Maître Tshiswaka a parlé que c'est contradictoire lorsqu'on parle de l'irrévocabilité, qu'on parle de l'exclusivité. L'article 10 de la Constitution est très clair. La nationalité congolaise ça a été dit même quelqu'un qui a la nationalité américaine, pour parler de Noël Tchani, qui vient ici, qui veut interdire à ce que... C'est juste une relance. Vous avez laissé les temps. C'est juste une relance. Vous comprenez. Vous avez toute la part. C'est juste une relance. Donc, lorsque nous prenons l'article 10 de la Constitution, on dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Et lorsque, dans le préambule, bien sûr, de Noël Tchani, lorsqu'il évoque, il dit qu'il parle de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, il parle de certains principes fondamentaux qui doivent, bien sûr, gérer les personnalités dans les différentes institutions de la République. Donc, il n'y a pas de contradiction lorsqu'on parle de l'irrévocabilité et de l'exclusivité. Notre nationalité est exclusive, c'est-à-dire... ça, ce sont d'autres points qu'il a ajoutés, et puis ça sera peut-être amendé et discuté au Parlement, vous comprenez? Lui, il a fait juste une proposition de loi.
peut-être le Parlement à leur niveau, ils vont rentrer maintenant dans la voie de Maître Tshisekedi pour dire que non, cette partie-là, on laisse tomber, on garde notre partie d'irrévocabilité, parce que ça sous-entend que peut-être c'est contradictoire. Vous comprenez? Là, ça sera amendé. Ce n'est pas dire que le Parlement va tout adopter, donc il y aura des amendements peut-être qui seront portés face à cette proposition de loi pour que ça entre dans l'esprit de la Constitution de la République. Mais en soi, en général, 90%, cette proposition de loi n'est pas mauvaise. Et les Congolais sont tellement tranquilles parce que nous ne pouvons pas rentrer. Vous savez, ce qui nous a causé beaucoup plus de tort dans notre pays, c'est le manque de loyauté, de fidélité à la nation. On avait des gens qui étaient là animés par leurs propres intérêts, animés par leurs propres sentiments de faire du mal à la République. Et ces gens-là, nous les connaissons. Et ils étaient partout dans toutes les institutions de la République. Ils ont causé du tort à la République. Ils ont dépouillé la République, ils se sont allés construire des châteaux ailleurs, dans d'autres pays. Ils étaient ici, ils ont vendu la République, ils ont vendu nos armes, ils nous ont dépouillé de nos richesses. Ces gens-là, nous ne voulons pas de ces gens-là. Nous voulons des vrais patriotes, des Congolais, de père et de mère qui peuvent aider à ce que la République puisse s'élever. Très bien. Écoutez, monsieur le journaliste. Encore une relance. Est-ce que je me réfère au propos du chef de l'État, Félix Tshisekedi, interviewé par rapport à cette question. Est-ce que le fait d'avoir un père congolais et une mère congolaise garantit le civisme, le savoir gérer? Est-ce que juste ce fait-là garantit cela? Écoutez, monsieur le journaliste, cela ne garantit rien du tout, mais au moins on est patriote, au moins on sait qu'on n'a nulle part où aller. Vous comprenez? Et lorsque nous savons que nous ne sommes qu'issus d'une seule famille, et nous n'avons qu'à protéger les intérêts de cette famille. Nous ne pouvons pas prétendre être dans une autre famille adoptive, et sachant que nous avons notre propre famille là-bas, et lorsque votre propre famille agresse ta famille adoptive, tu vas directement te rallier à ta propre famille biologique pour faire un front et combattre cette famille adoptive. C'est ça le mal dans ce pays, c'est ce que nous avons vécu dans ce pays. Il y a les gens qui sont là, qui sont, je ne sais pas moi, zambiens, qui sont, je ne sais pas moi, italiens, qui sont, je ne sais pas, canadiens, rwandais. Lorsqu'un jour on aura des problèmes avec ces pays-là, mais ces gens vont faire quoi? Et ils sont présidents de la République. Ils vont faire quoi? Et ils sont généraux, ils sont commandants des forces armées. Ils vont faire quoi? Mais ils vont composer avec leur pays d'origine. Ils vont composer avec leurs compatriotes pour nous agresser, pour nous attaquer, pour nous faire du mal. Alors, pour prendre des dispositions comme Maître Tshisekedi, le problème se situe au niveau de nos partis politiques, mais pour que tout cela soit couvert, voilà, pour que tout cela soit couvert, il nous faut une loi claire. Une loi claire qui fait en sorte que ceux qui doivent accéder, parce qu'il y a encore des problèmes peut-être dans nos partis politiques, dans nos sociétés, mais il faudrait qu'il y ait une loi claire qui va permettre à ceux qui vont accéder à ces fonctions, à ces autres fonctions de l'État, soient réellement des Congolais de père et de mère. Très bien, Maître Hubert, vous... Je voudrais juste sur ce point de vue, j'ai beaucoup d'admiration quand je vois mon frère Boukassa parler, mais je voudrais que nous puissions voir avec lui sur cette question de fidélité à la nation. Lui et moi, nous sommes Congolais. Moi, je suis Congolais de père et de mère. Je suis d'origine de Balouba, je suis Moukwa Kalonji. Mais je regarde depuis que... Vous savez que Tshisekedi aussi est Moulouba. Il est du Kasaï. Et je regarde depuis que le pouvoir de Tshisekedi est effectif. Combien de ministres de Balouba sont rentrés dans notre province construire? Combien de conseillers? Combien de... Le pouvoir est entre les mains des Balouba de père et de mère. Je suis allé dans mon village. Il n'y a personne qui est rentré. Par contre, moi, j'ai bientôt 60 ans. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans la sphère politique. Ils sont, dès qu'il a l'opportunité de prendre l'argent, la première des choses à faire, c'est rentrer dans le pays d'où ils viennent la majorité de la diaspora. Ils vont construire là-bas. Et d'ailleurs, l'exemple, nous pouvons aussi le prendre de l'UNC. Le président de l'UNC, quand il était directeur de cabinet, nous l'avons suivi. Moi, je l'ai suivi personnellement pendant le procès de 100 jours. Il y a eu des discussions. Il dit, mais on a posé la question. Mais président, on a appris que vous avez acheté une nouvelle maison en Europe, en France. Il dit oui, parce que chez nous, les Bachis, on ne peut pas vivre dans la maison de la femme.
ma femme a une maison en France, c'est pourquoi moi aussi j'ai voulu acheter une maison vraiment de famille. Très bien. Mais il a acheté la maison. C'est pas interdit d'acheter une maison. Effectivement, c'est le même président il a combien de maisons ici au Congo? Permettez que je puisse... Il a plusieurs maisons, il en a plusieurs ici au Congo. Mais vous allez reprendre la parole. Je vais juste terminer pour dire que la majorité des Congolais de père et de mère qui sont au pouvoir aujourd'hui, depuis que nous avons accédé au pouvoir de la République, n'ont pas fait preuve de cette fidélité, de cette loyauté, pour démontrer comment ils prennent tout leur salaire et aller construire dans les villages. Non, est-ce que vous me permettez de terminer? Vous me permettez de terminer, M. Boukassa. Ils ne démontrent pas cette loyauté, cette hargne de fidélité pour aller construire dans les villages de leurs pères et mères. Ils amènent tout l'argent à l'étranger. Et d'ailleurs, même pour se faire soigner le genou, Kabound, qui était secrétaire général de l'UDPS, est allé se faire soigner à Londres. C'est pour dire qu'ils n'ont même pas eu beaucoup de temps pour construire les hôpitaux. Nous suivons chaque jour à la radio et à la télévision pour dire, dès qu'une autorité est malade, on dit on va l'évacuer pour des soins appropriés à l'étranger. L'idée comprise. Cette fidélité à la nation, ce n'est pas l'apanage des personnes qui sont nées de père et de mère. Par conséquent, cette loi... Là, c'est la notion du civisme que Maître... Article 6 de la Constitution. C'est la notion du civisme qu'il faut peut-être apprendre aux Congolais. Ça n'a rien à voir avec la proposition de loi Tchani. Vous comprenez? Ça n'a vraiment rien à voir. Mais est-ce qu'on n'a pas confondu le fait de renforcer le civisme? Cela ne pas dire que même les Indiens chez eux, là, il y en a qui sont fidèles à la nation. Il y en a qui construisent ailleurs. Vous avez raison. C'est la notion du civisme qui doit être maintenant inculquée dans le chef du Congolais, afin qu'ils comprennent réellement que je dois construire chez moi. Et puis on nous parle des ministres qui doivent construire et tout. Est-ce que réellement ils ont des moyens pour construire? Mais si, on voit qu'ils achètent des maisons à l'étranger. Parce que nous avons des preuves qu'ils ont des maisons à l'étranger. Ils achètent. Ceux qui ont des... Ils achètent pour vous pouvez le reprocher, c'est tout à fait normal. Mais c'est pourquoi, vous voyez, nous prenons des positions comme société civile. Nous disons que cette loi n'est pas tous les ministres qui construisent parce que nous avons besoin plutôt de l'éducation civile. Il y en a qui se font soigner même ici chez nous au pays. Il y en a qui se font soigner ici. Il y en a qui construisent ici chez nous au Congo. Donc pour ceux qui sont infidèles à la nation, il suffit de leur respecter cette notion du civisme qui est construite chez vous. Mais ça n'a rien à voir avec la loi Tchani qui protège les autres fonctions de l'État congolais et de notre armée. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous comprenez? Ça n'a vraiment rien à voir. Là, nous parlons de notre sujet, de notion de civisme. Est-ce que donc, nous, Congolais, je vais poser une question. Être Congolais de père et de mère, monsieur le journaliste, c'est un privilège. Vous comprenez? C'est vraiment un privilège. Et nous devons être fiers d'être Congolais de père et de mère. Pourquoi nous ne pouvons pas être fiers d'être Congolais comme les autres qui sont fiers d'être Américains, de père et de mère, qui sont fiers d'être Zambiens? Pourquoi nous voulons vendre notre nationalité? Pourquoi nous voulons mettre notre dignité sur la place publique où certaines personnes viennent parce qu'ils ont un peu de sous, ils ont un peu de moyens, ils peuvent contacter, ils peuvent infiltrer nos institutions. Ça ne peut plus se passer de cette façon-là. Raison pour laquelle il faut une loi, monsieur le journaliste, pour protéger les autres fonctions de l'État et que nous soyons tous garantis d'une très bonne sécurité à tous les niveaux. Très bien. Nous avons vécu cette histoire depuis. Maître Hubert, nous en sommes avec la tête de la FDL sur tous les plans. C'est Maître Hubert qui a la parole. Je peux solliciter l'indulgence de mon frère Boukassa. Je suis très content que nous puissions nous rencontrer sur ce plateau pour éduquer la population. C'est l'objectif de Il faudrait que nous puissions, quand nous parlons à la population, et surtout des membres de l'UNC qui sont nombreux en train de nous suivre, que ça soit clair. Est-ce que nous parlons de la loi sur la loi électorale qui porte l'organisation des élections? Est-ce que nous parlons de la loi sur la nationalité qui parle de comment on déclare la nationalité d'origine et comment on organise la nationalité d'acquisition? Ou bien nous sommes en train de parler de la loi sur les services de sécurité de sorte à extirper les infiltrés, ou encore de l'article 6 de la Constitution qui parle de l'éducation civique. Très bien. On nous fait signe qu'on n'a plus de temps, donc comme vous avez la parole, vous allez aussi conclure par rapport à l'émission. On doit terminer malheureusement. Oui. Alors il faudrait que lorsque nous voulons éduquer, du point de vue de notre organisation,
Nous sommes entrés dans ce débat justement pour essayer d'aider. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous remettre une copie en direct de notre mémo. Comme ça, vous verrez notre position. Nous, on est... La société civile. Oui. Notre organisation, c'est un centre de recherche. Nous avons fait des recherches et nous avons cette opinion-là. S'il vous plaît, prenez-en connaissance. Si nous sommes contre cette proposition de loi Tchani, c'est parce que techniquement, elle ne respecte pas la procédure juridique. Lorsqu'on propose une loi, il y a des règles. Il ne faudrait pas qu'elle se contredise elle-même et il faudrait qu'elle puisse respecter la Constitution. Voilà tout. Nous n'entrons pas dans les considérations politiques par rapport à tel ou tel autre individu. Alors notre analyse est arrivée à la conclusion que ça va être aussi votre conclusion. Cette loi dite Tchani a beaucoup de bémols. Elle se contredit elle-même et puis elle ne rencontre pas la Constitution en vigueur. L'exigence pour que la loi puisse être votée par un Parlement, partout au monde, il faudrait qu'elle puisse se conformer à la Constitution en vigueur. Or, cette loi énerve les articles 10, 11, 12, 13, 72 même et 153. Vous verrez dans cette analyse, et je serai très content de venir à l'UNC pour en débattre en dehors de ce plateau. Merci, maître. Monsieur Aaron Boukassa, on est pratiquement à la fin. On ne saura même pas prendre notre deuxième sujet. C'est une promesse. On va revenir la semaine prochaine, peut-être avec les mêmes invités. On ne sait pas encore, mais on aimerait encore les avoir sur ce plateau. Alors, votre conclusion par rapport à l'émission et par rapport à tout ce qui vient de se dire sur ce plateau. La proposition de loi Tchani ne peut pas être débattue sur la place publique parce qu'il y a un cadre bien déterminé par notre Constitution. Il s'agit d'un cadre institutionnel qui est le Parlement. Que Maître Tshisekedi soit pour ou contre, ça n'a rien à voir avec lui parce que ça ne sera pas un référendum. Il ne va pas aller voter pour oui ou non. Nous avons l'Assemblée nationale qui est là et les députés qui sont là. Ils vont analyser cette proposition de loi. S'il y a des amendements à y apporter, ils vont apporter ces amendements pour que ça puisse se référer à la Constitution de la République. Et j'ai bien dit clairement que cette proposition en soi n'énerve pas la Constitution de la République parce que je vous ai parlé de l'article 10 de la Constitution et de l'article 72 de notre Constitution qui sont très clairs là-dessus. Donc, pour essayer de protéger certains de leurs intérêts, les leaders politiques veulent mobiliser, alerter toutes les couches de la population pour leurs propres intérêts. Et je vous ai posé une question ici que personne ne sait pas me répondre. Pourquoi cette loi-là ne fait pas de bruit au niveau de notre armée? Parce qu'elle parle aussi des commandements de notre armée. Pourquoi elle ne fait pas trop de bruit au niveau du gouvernement? Parce qu'elle parle aussi du gouvernement. Donc, même des postes la question clés, ne m'a pas été adressée des postes clés du gouvernement. Oui. Pourquoi cette loi ne fait pas, cette proposition de loi ne fait pas de bruit là-bas? Seulement la présidente de la République. C'est parce qu'il y a un monsieur qui va alerter tout le monde pour ses propres intérêts, parce qu'il ne se reconnaît pas dedans. Les vrais Congolais sont très tranquilles, ils sont très à l'aise en ce qui concerne cette proposition de loi, parce qu'ils n'ont rien à prouver, qu'ils sont réellement Congolais de père et de mère. Ils doivent en être fiers, parce qu'être Congolais de père et de mère, ça c'est un privilège que le bon Dieu nous a accordé, et nous n'avons que ça comme pays, et nous devons protéger notre cher et beau pays, le pays cher. Merci, Monsieur Aaron Boukassa. Merci à vous, aux fidèles téléspectateurs. Je rappelle que Politique à la carte de ce soir recevait Maître Hubert Tshiswaka. Il est de la société civile, directeur général de l'IRDH, entendez par là Institut de recherche en droit humain. Merci, Maître Hubert, d'être venu sur ce plateau de Politique à la carte. Merci beaucoup, mais il faudrait que pour le public puisse bien ne pas être déçu. Vous avez vu qu'à tous les arguments de droit que nous avons avancés, nous avons eu plutôt des réponses politiques. Alors, on comprendra que le débat a été très déséquilibré. Il n'y a eu aucun argument de droit de la part de notre co-débatteur. Vous avez déjà conclu. Vous avez déjà conclu. Il n'y a aucune loi qui dépasse la Constitution de la République. On désannonce déjà. Je rappelle que je recevais M. Aaron Boukassa. Il est au cadre de l'UNC, coordonnateur national zone sud-est de l'UNC de Vital Kamerhe. Merci à vous,
Aaron Boukassa, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Je remercie l'ensemble du peuple congolais qui nous a suivis et mon co-débatteur. Voilà, c'est bien donc programmé pour la semaine prochaine. On va revenir sur cette réunion de l'opposition à Lubumbashi avec cette signature du communiqué et commun. On va y revenir la semaine prochaine, mais d'ici là, merci de nous avoir suivis et le rendez-vous est donc pris pour le dimanche prochain. D'ici là, restez en compagnie de programme de Malaika Télévision. Au revoir.